Quand Gaël s'approcha de moi, son visage pâle et ses mains tremblantes me dirent tout. Grand-père, tu dois partir d'ici, murmura-t-il avec une urgence jamais entendue dans sa voix d'enfant de 12 ans. Malgré la musique et les rires des invités, son regard me paralysa. Partir? C'est le mariage de ta mère, objectai-je. Viens, je t'expliquerai en chemin, insista-t-il, me tirant par la manche, tandis que ses yeux se posaient sur la table principale, où Luciana, rayonnante, parlait avec Hector. Il y avait quelque chose dans son regard qui me glaça le sang. J'hésitais. C'était le mariage de ma fille, un jour que j'avais voulu parfait, ayant payé chaque détail. Grand-père, je t'en prie, insista Gaël, les yeux pleins de larmes. Fais-moi confiance, juste cette fois. Son désespoir me frappa. Je regardai de nouveau Luciana, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Puis Hector. Son rictus était de satisfaction, pas de bonheur. D'accord, dis-je à Gaël, en lui prenant la main. Nous nous dirigeâmes vers la sortie latérale. Chaque pas pesait. Sur le parking, sous les lumières jaunâtres, Gaël se retourna. Ses joues étaient humides, mais sa voix claire. « Grand-père, j'ai entendu une conversation entre maman et oncle Hector il y a 3 jours. Ils préparent quelque chose de très grave contre toi. » Mes jambes devinrent de la gelée. « Quel genre de grave ?» demandai-je. « Ils diront que tu as la démence. Ils feront venir un faux médecin à la fête, te filmeront pendant que tu auras l'air confus et utiliseront tout ça pour te faire interner. » Sa voix se brisa. « Papa Hector a dit que comme ça, ils pourront gérer ton argent jusqu'à ce que tu ne sois plus là. » Le monde s'arrêta. Ma fille, ma Luciana, celle pour qui j'avais travaillé si dur. « Es-tu sûr de ce que tu as entendu ?» demandai-je. Gaël hocha la tête, s'essuyant les yeux. « J'ai aussi entendu dire que tante Marianne est impliquée et qu'ils ont déjà les documents prêts. Ils attendaient juste que tu fasses quelque chose de bizarre en public. » Je fermai les yeux. Des fleurs que j'avais choisies, une fête que j'avais payée, un piège en mon nom. « Gaël, pourquoi m'aides-tu » Il m'embrassa. « Parce que tu es le seul qui m'a toujours traité comme si j'étais important. Parce que quand maman et papa se disputent, c'est toi qui me consoles. Parce que je t'aime, grand-père, et je ne veux pas qu'ils te fassent du mal. » À ce moment-là, j'eus 2 certitudes. Ma famille voulait me détruire, mais je ne le permettrais pas. Ils ignoraient que j'avais déjà tout préparé pour une situation similaire. Un homme de 70 ans qui a bâti un empire à partir de rien n'est pas naïf. Leur plan était devenu ma parfaite opportunité pour leur montrer ce que signifiait trahir Gabriel Beltrán. La vraie guerre venait de commencer. Alors que je conduisais sur les routes vides, Gaël endormi à mes côtés, mon esprit remonta le temps. J'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivé là. Comment la petite fille, qui m'avait jadis appelé son héros, pouvait maintenant planifier de m'enterrer vivant. Tout commença il y a 5 ans, avec la mort de Marie-Hélène. Ma femme avait été le cœur de notre famille pendant 43 ans de mariage, le ciment qui nous maintenait unis. Quand le cancer nous l'enleva en 6 mois brutaux, je perdis non seulement ma compagne, mais la force qui tenait ma famille ensemble. Je me souviens distinctement du premier dimanche après les funérailles. Je préparais la table et l'agneau habituel. J'attendis à partir de 14 heures. Luciana arriva à 16h30 avec Hector et Gaël. Marianne ne se présenta pas du tout. « Papa, nous ne pouvons pas continuer comme ça chaque dimanche, » me dit Luciana, tapotant distraitement sur la table. « Nous avons tous nos vies. Maman n'est plus là pour nous organiser. » Ces mots, non pas cruels mais vrais, me transpercèrent, révélant une impatience que je n'avais jamais remarquée. Ces réunions dominicales sacrées étaient devenues un fardeau. Les dimanches suivants furent pires. Luciana arrivait toujours plus tard. Marianne inventait des excuses et Hector restait collé à son téléphone. Gaël était le seul à paraître heureux, jouant avec moi dans le jardin. Ce fut lors d'un de ces dimanches solitaires que je pris la décision qui me sauvait la vie à présent. J'engageai André, un avocat spécialisé en patrimoine familial, pour protéger mon héritage. André m'avait prévenu: « Don Gabriel, j'ai vu beaucoup de cas comme le vôtre. Des hommes veufs avec des patrimoines considérables et des familles qui changent après la perte de la matriarche. Mon conseil est de prendre des mesures préventives. » À l'époque, je pensais que c'était de la paranoïa,
Mais mon instinct me poussa à écouter ce jeune homme. Le premier véritable signal d'alarme retentit 8 mois après les funérailles. J'étais dans mon bureau et j'entendis des voix provenant du salon. Luciana et Marianne étaient arrivées sans prévenir. Il commence à flancher, dit Marianne, d'une voix que je ne reconnaissais pas. Tu as vu comment il s'est confondu avec les dates la semaine dernière? Il ne flanche pas, répondit Luciana. Il est déprimé, mais le résultat est le même. Il ne peut pas gérer autant d'argent seul, c'est dangereux pour tout le monde. Je restais immobile derrière la porte entr'ouverte, le cœur battant la chamade. Elles étaient là pour évaluer mon état mental. Hector dit que nous pourrions obtenir une procuration légale temporaire, continua Marianne. Juste le temps qu'il se stabilise. Une longue pause. Et s'il refuse, ajouta Luciana, alors nous devrons prendre d'autres mesures, pour son propre bien. Cette nuit-là, je ne dormis pas, non par confusion, mais par la lucidité avec laquelle j'avais compris que mes filles complotaient pour me priver de mon autonomie. Les mois qui suivirent furent une mascarade. Elles venaient plus souvent, sous divers prétextes, mais toujours m'observant, notant chaque signe de détérioration. Je feignais l'indifférence, mais chaque visite confirmait mes pires soupçons. Hector devint particulièrement empressé, s'offrant de m'aider avec mes finances et mes rendez-vous. Son sourire était parfait, mais ses yeux calculaient sans cesse. C'est à cette période que Gaël devint mon seul véritable allié, sans même qu'il le sache. Il passait plus de temps avec moi. « Grand-père » m'avait-il demandé un après-midi alors que nous jouions aux échecs, « pourquoi maman et papa parlent-ils toujours de toi quand ils croient que je ne les entends pas ?» Cette question confirma que ma paranoïa n'en était pas une. Les mots qu'il m'avait rapportés résonnaient. Il parlait de ma santé, de mon argent, de mon avenir. Il disait que je n'étais plus moi-même. Cette nuit-là, j'appelai André, lui demandant d'accélérer les préparatifs légaux. Un testament blindé, des procurations révocables par ma seule signature, des comptes protégés, des vidéos attestant de ma lucidité. Tout pour me protéger de ma famille. La douleur n'était pas la trahison, mais la facilité avec laquelle elles avaient décidé que je n'étais plus compétent, se transformant de fille en geôlière potentielle. Je fis semblant d'être le père et le grand-père de toujours, souriant à leur condescendance, mais je préparais ma défense. L'ingénuité était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Une trahison devait être remboursée avec les intérêts. Je ne savais pas encore que leur plan final serait si élaboré, si public, si humiliant. Le mariage n'était pas seulement une célébration, c'était mon exécution publique. Mais grâce à Gaël, j'avais quelque chose qu'ils ne prévoyaient pas, le temps de transformer leur piège en leur propre destruction. À 3 heures du matin, je ramenai Gaël, épuisé, dans sa chambre. Tandis que je le couvrais, il murmura dans son sommeil « Je t'aime, grand-père ». Ces mots furent ma seule encre. Dans mon bureau, mon esprit remonta 6 semaines en arrière, au moment où je découvris la profondeur de la trahison. Un mercredi après-midi, je décidai de passer chez Luciana pour faire une surprise à Gaël. La porte latérale était ouverte. En m'approchant de la fenêtre de la cuisine, j'entendis des voix altérées provenant du salon. Je m'arrêtai. Le médecin Ramirez a confirmé sa présence. Il est digne de confiance. Il a déjà traité des cas similaires, dit Hector. Est-il sûr de pouvoir simuler un épisode convaincant? Demanda Luciana. Il ne simulera rien. Gabriel aura une véritable crise de nerfs quand il découvrira la vérité, répondit Marianne. Quelle vérité? Que Marie-Hélène n'est pas morte d'un cancer, dit Hector lentement, mais s'est suicidée parce qu'elle a découvert qu'il avait une maîtresse. Nous le savions tous et ne le lui avons jamais dit, protégeant sa dignité. Le monde s'arrêta. Marie-Hélène s'était suicidée. Ma femme, ma compagne de 43 ans, s'était donné la mort, et il le savait depuis tout ce temps. C'est parfait, continua Marianne, avec une froideur qui me glaça le sang. Quand nous le lui dirons devant tous les invités, il s'effondrera, hurlera, niera, semblera complètement déséquilibré. Le médecin Ramirez interviendra, déclarera qu'il a besoin de soins psychiatriques immédiats et nous aurons les justifications légales pour le faire interner. Et s'il ne s'effondre pas? Demanda Luciana. Il s'effondrera, dit Hector avec certitude. J'ai vu les lettres que Marie-Hélène lui a laissées cachées sur son bureau. Il les lit chaque nuit.
S'il découvre que nous avons menti sur la cause de sa mort, que nous l'avons trompé pendant 5 ans, il perdra la raison. Mes jambes ne me tenaient plus. Je m'appuyais contre le mur extérieur de la maison, tandis que la réalité se réorganisait brutalement dans mon esprit. Les lettres de Marie-Hélène, celles que je lisais chaque nuit, emplies d'amour et d'adieu, étaient un mensonge. Luciana demanda d'où elles provenaient. C'était Marianne qui les avait écrites, répondit Hector, imitant l'écriture de ma femme, le pliage du papier et même son parfum préféré, pendant des mois. Marianne avait falsifié les dernières paroles de ma femme, créant de faux souvenirs qui m'avaient consolé durant 5 ans. Elle avait profané ma douleur et la mémoire de Marie-Hélène. Mais s'il enquête, s'il parle au médecin, insista Luciana. Marianne répondit que le médecin était parti à la retraite en Espagne. L'infirmière en chef était décédée. Les seuls à savoir sommes nous et le médecin Ramirez, qui est complice, dit-elle. Hector ajouta: les dossiers médicaux ont été modifiés par Ramirez. Tout concordera avec notre version. Cancer en phase terminale, mort naturelle. Après mon internement, continua Hector, il faudrait des semaines, voire des mois, pour prouver ma santé mentale. Et d'ici là, ils auraient le contrôle légal complet de mes biens. L'entreprise, les propriétés, les comptes bancaires. Marianne demanda ce qui se passerait ensuite. Luciana répondit que cela dépendait de la rapidité avec laquelle je me rendrais. S'il accepte la réalité et se tait, il pourra vivre confortablement dans une institution privée. S'il continue de se battre, la signification était limpide. Je m'éloignai de la fenêtre, atteignant ma voiture et y restant assis pendant des heures, incapable de digérer ce que j'avais entendu. Non seulement ils voulaient me voler mon argent et ma liberté, ils avaient bâti un mensonge élaboré autour de la mort de ma femme, violé mon deuil le plus intime et étaient prêts à anéantir ma santé mentale. Le pire était de comprendre que les lettres qui m'avaient consolé pendant des années étaient fausses, écrites par ma propre fille. Cette nuit-là, j'allais au cimetière, restant jusqu'à l'aube sur la tombe de Marie-Hélène, lui demandant pardon de n'avoir pas su protéger sa mémoire. Le lendemain, j'appelai André, lui racontant tout. Sa réaction fut un choc, mais aussi une détermination professionnelle. « Monsieur Gabriel, dit-il, cela va au-delà d'un litige successoral. C'est une conspiration criminelle, une falsification de documents et une tentative de séquestration. Il nous faut des preuves solides pour déjouer leur plan. » Nous commençâmes à préparer la défense. Micro caché, un détective privé pour Ramirez, des vidéos attestant de ma santé mentale, un nouveau testament qui excluait tout le monde, sauf Gaël. Le plus important, je découvris la vérité sur la mort de Marie-Hélène. Les véritables dossiers médicaux, conservés dans une clinique privée, confirmaient qu'elle était morte d'un cancer. L'histoire du suicide était une invention cruelle destinée à me briser. Je décidai de conserver cette information comme une arme secrète, les laissant exécuter leur plan, certains de leur victoire, avant de leur révéler ce que signifiait sous-estimer un homme qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre, sinon la loyauté d'un petit-fils. Les jours suivants furent étranges. En apparence, j'étais le même Gabriel Beltran, le grand-père affectueux, le père généreux, le vieil homme insouciant. Mais à l'intérieur, l'instinct de survie qui m'avait permis de bâtir un empire à partir de rien s'était réveillé. Le premier appel, je le passai cette même nuit, après avoir couché Gaël. « André, il est 4 heures du matin, mais je dois vous voir aujourd'hui même. » Sa voix ensommeillée s'éclaircit. « Monsieur Gabriel, tout va bien ? » ?»« Non, rien ne va bien, mais je suis intègre et j'ai un plan. Soyez chez moi à 8 heures. André, apportez tout ce que nous avons préparé et contactez le détective privé, Ézéchiel Morales. Dites-lui que l'affaire est devenue urgente. » Quand André arriva ce matin-là, il portait une épaisse chemise de documents préparés depuis des mois. Un testament blindé, des procurations irrévocables, des vidéos attestant de ma santé mentale et un plan détaillé pour protéger mes biens. « Monsieur Gabriel, je suis heureux que vous ayez pris mes avertissements au sérieux, » dit-il en étalant les papiers. « Ceux-ci vous protégeront des manipulations légales, mais pour vous aider au mieux, je dois savoir exactement ce qui se passe. » Je lui racontai tout. La conversation entendue chez Luciana, le plan concernant le médecin Ramirez, le mensonge sur la mort de Marie-Hélène et ce que Gaël m'avait révélé sur le mariage. André prenait des notes,
son expression devenant de plus en plus grave. C'est plus sérieux que nous ne le pensions, conclut-il. Ce n'est pas seulement une escroquerie financière, mais une conspiration criminelle qui inclut la falsification de documents médicaux, la séquestration et la fraude. Si nous recueillons des preuves solides, nous pourrons les arrêter et les poursuivre pénalement. De quoi avons-nous besoin ? Demandai-je. Premièrement, des enregistrements audio où ils admettent le plan. Deuxièmement, des preuves de la corruption du médecin Ramirez. Troisièmement, la falsification des lettres de votre femme. Quatrièmement, des témoignages fiables. André resta silencieux, révisant ses notes. Monsieur Gabriel, il y a autre chose. J'ai discrètement enquêté sur les finances de vos filles ces dernières semaines. Luciana et Hector ont des dettes importantes. Leur entreprise de conseil est au bord de la faillite et ils vivent bien au-dessus de leurs moyens. Marianne aussi a de sérieux problèmes financiers depuis son divorce. Cette information ne me surprit pas, mais elle confirma tout. Il ne voulait pas me faire interner par amour ou par inquiétude. Il voulait mon argent, désespérément. Combien de temps nous reste-t-il avant le mariage ? Demanda André. 5 jours. Parfait. C'est amplement suffisant pour préparer le piège parfait. Le deuxième appel fut pour Ézéchiel Morales, le détective privé qu'André avait recommandé. Un quinquagénaire, ancien policier, avec une excellente réputation dans les affaires de fraude familiale. Il arriva chez moi cet après-midi-là avec un équipement d'enregistrement professionnel et un plan détaillé. « Monsieur Gabriel, j'ai traité des cas similaires, » me dit-il, tandis qu'il installait de minuscules microphones. Ce que votre famille est en train de manigancer est plus courant que vous ne le pensez. Mais si nous sommes malins, nous utiliserons leur propre stratégie contre eux. Ézéchiel installa des dispositifs d'enregistrement dans mon téléphone fixe, dans le salon, dans mon bureau et même dans ma voiture. Il me donna aussi un microphone personnel, de la taille d'un bouton, à activer discrètement lors de conversations importantes. La clé, m'expliqua-t-il, est de leur faire admettre tout le plan pendant qu'ils sont enregistrés. Ils doivent mentionner le docteur Ramirez, la falsification des documents médicaux et le mensonge concernant votre femme. Sans ces aveux, il sera difficile de les poursuivre légalement. Les 3 jours suivants furent une pièce de théâtre magistrale. Je reçus des visites séparées de Luciana et Marianne, toutes deux apparemment préoccupées par mon bien-être. Je feignis d'être particulièrement vulnérable, mentionnant des cauchemars concernant Marie et Hélène et des moments de confusion concernant le passé. « Papa, peut-être devrais-tu envisager de parler à un professionnel » suggéra Luciana. « Je connais un médecin très compétent, discret. Il pourrait t'aider à gérer ton deuil. »« Un psychiatre » demandai-je, feignant l'alarme. « Non, non, rien de drastique, » répondit-elle rapidement. « Juste quelqu'un qui comprend ce que tu traverses. D'ailleurs, il sera au mariage. Nous pourrions te le présenter informellement. » Bingo. Elle venait de confirmer que le docteur Ramirez serait présent, exactement comme je l'avais entendu. Mais l'enregistrement le plus important, je l'obtins la veille du mariage. Hector vint à la maison, apparemment pour revoir les derniers détails de la célébration. « Monsieur Gabriel, » me dit-il, tandis que nous nous asseyions dans le salon, « il y a quelque chose d'important que je dois discuter avec vous concernant Marie et Hélène. » J'activai discrètement le microphone caché. Après le mariage, quand nous serons tous plus détendus, je crois qu'il est temps que vous sachiez la vérité sur ce qui lui est réellement arrivé. La vérité, c'est qu'elle est morte d'un cancer, Hector. Quel autre pourrait exister ? Lui, avec un soupir théâtral, révéla « Marie-Hélène n'est pas morte d'un cancer. Elle s'est suicidée parce qu'elle a découvert votre liaison. Le docteur Ramirez peut confirmer les détails médicaux. Nous avons les véritables lettres d'adieu, pas celles qui ont été modifiées. » Parfait. Dans cette conversation, il avait admis le mensonge sur le suicide, la complicité de Ramirez et la falsification des lettres. Tout était enregistré. Cette nuit-là, Ézéchiel et André examinèrent les enregistrements. « Monsieur Gabriel, c'est de l'or pur, » dit Ézéchiel. « Des confessions claires de conspiration, de falsification et de fraude. Nous pouvons les arrêter et les poursuivre. Que faisons-nous maintenant ? » André sourit. « Nous allons leur donner ce qu'ils attendent. Vous irez au mariage, vous agirez comme d'habitude, et quand ils exécuteront leur plan, nous exécuterons le nôtre. Ils ne savent pas que vous savez. Ils vous sous-estimeront. »
Personne n'avait prévu que Gaël écouterait ses parents et me sauverait. Son avertissement au mariage non seulement m'avait sauvé du piège, mais m'avait donné l'opportunité d'attaquer le premier. La guerre avait commencé et j'avais l'avantage du premier coup. Le lendemain de ma fuite, je me réveillais l'esprit clair. J'ignorais les appels insistants de mes proches et appelais André. Prêt à contre-attaquer? Absolument. Mais maintenant qu'ils se doutent de quelque chose, ils vont accélérer. Nous devons agir vite. Aujourd'hui même, ils tenteront une intervention d'urgence, prétextant un épisode psychotique. Le docteur Ramirez est déjà en train de préparer les documents. Il avait raison. À 10 heures, depuis ma fenêtre, je vis une voiture se garer. 2 hommes en descendirent, l'un avec une mallette médicale, le docteur Ramirez. « André, ils sont là !» chuchotai-je. « N'ouvrez pas. Enregistrez tout depuis l'intérieur. Nous exécutons la première phase. » Pendant 20 minutes, j'entendis frapper et hurler mon nom. Ramirez déclarait avoir une autorisation familiale pour une évaluation d'urgence. J'enregistrais chaque mot. Quand ils furent partis, j'appelai André. « Phase 1 terminée, dit-il. Ézéchiel a remis les enregistrements au procureur général. Nous avons rendez-vous avec le procureur des délits financiers. Mais ce n'est que le début. Quelle est la suite? Maintenant, nous allons leur donner ce qu'ils veulent, mais à nos conditions. Cet après-midi-là, nous finalisâmes l'opération Dignité. L'idée est simple, expliqua André, étalant des documents. Ils veulent une confrontation publique où vous paraîtrez instable. Nous leur donnerons cela, mais à nos conditions. Ézéchiel montra une présentation. Nous avons organisé une réunion de famille d'urgence pour demain soir. Ils penseront que c'est leur chance, mais ce sera le théâtre de leur destruction complète. Le plan prévoyait des invitations à la famille élargie, aux amis et aux associés pour discuter de ma santé. Luciana, Hector et Marianne croiraient avoir leur opportunité devant des témoins. « Et le docteur Ramirez » demandai-je. André sourit. « Nous insisterons sur sa présence en tant que professionnel indépendant. Il ne pourra pas refuser. » La force du plan résidait dans ce que nous allions révéler. Ézéchiel avait enquêté sur le docteur Ramirez. Il falsifiait des évaluations psychiatriques pour des familles aisées depuis des années, faisant interner illégalement des personnes âgées pour favoriser l'accès aux héritages. Une opération criminelle systématique. Les enquêtes financières avaient révélé qu'Hector était en faillite et volait de l'argent à ses clients. Marianne avait falsifié des documents pour dissimuler des biens lors de son divorce et Luciana avait détourné des fonds d'une organisation caritative. Toute votre famille est impliquée dans des activités criminelles et nous avons les preuves, résuma André. Nous préparâmes la présentation. Non pas une défense désespérée, mais l'exposition méthodique et dévastatrice d'une conspiration criminelle. Ce soir-là, à dîner avec Gaël, je lui expliquai la réunion importante. Ce sera difficile, mais tout cela se passera pour te protéger, toi et la mémoire de ta grand-mère. Gaël me regarda avec ses yeux si sages. Tu vas te battre avec maman et papa? Je ne me battrai pas, Gaël. Je dirai la vérité. Et parfois, la vérité fait mal. Mais c'est la seule chose qui puisse vraiment nous libérer. Je peux rester avec toi après la réunion? Sa question révélait qu'il avait compris que son monde était sur le point de changer. Bien sûr que oui. J'ai déjà parlé à mes avocats. Quoi qu'il arrive demain, tu auras toujours une place avec moi. Cette nuit-là, je revis les documents. Enregistrement audio de la conspiration, preuves médico-légales des lettres falsifiées de Marie-Hélène, dossiers médicaux prouvant que ma femme était morte d'un cancer et non qu'elle s'était suicidée. Les documents financiers exposaient les crimes familiaux et le Nouveau Testament les excluait de l'héritage, à l'exception d'un fonds pour l'éducation de Gaël. La surprise finale, que même André ignorait, était autre. J'avais contacté d'autres familles victimes du docteur Ramirez, escroquées ou dont les proches avaient été internés frauduleusement. Demain, elles seraient présentes à la réunion en tant que témoins à charge, transformant l'événement en un procès public des plus dévastateurs pour ma famille. Car, en 70 ans de vie et 40 à bâtir un empire, j'avais appris que la vengeance ne se servait pas froide. Elle se servait avec justice, des preuves irréfutables et la certitude que l'ennemi n'aurait aucune chance de se relever. Le lendemain, ma maison se transforma en la scène du règlement de compte. J'avais réorganisé le salon principal,
disposant les chaises en demi-cercle pour garantir une transparence absolue, sans cachette ni regard complice. André et Ézéchiel arrivèrent tôt pour les préparatifs techniques. Caméra discrète, microphone et un système de projection pour toute l'épreuve. « Êtes-vous prêt, Gabriel ?» me demanda André, en rangeant les derniers documents. « Je suis prêt depuis 5 ans, répondis-je. Depuis le jour où j'ai enterré ma femme et remarqué leur regard calculateur aux funérailles. » Gaël était dans la chambre d'amis avec Luciano, un jeune avocat assistant d'André, chargé de le garder en sécurité et de le distraire. J'avais expliqué à mon petit-fils que je devais affronter cela seul, mais qu'après, nous serions ensemble pour toujours. À 7 heures, Luciana et Hector arrivèrent. Elle, dans une robe noire sobre, semblait vêtue pour des funérailles. Lui, dans son costume le plus formel, affichait une préoccupation paternelle qui ne me trompait pas. « Papa, » dit Luciana, m'embrassant avec une fausse cordialité. « Nous sommes inquiets. Partir du mariage sans rien dire. »« J'avais juste besoin d'air, » répondis-je, feignant la confusion qu'ils attendaient. « Parfois, je me sens dépassé par la foule. » Hector et Luciana échangèrent un regard significatif. C'était l'aveu de faiblesse mentale qu'ils cherchaient pour justifier leurs intentions. Marianne arriva avec 15 minutes de retard, accompagnée de 2 cousins éloignés, comme renfort. Derrière elle, le docteur Ramirez, avec sa sacoche médicale et une expression de sérieux professionnel qui aurait trompé n'importe qui, sauf moi. « Monsieur Gabriel, » dit le médecin en me tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Vos filles m'ont beaucoup parlé de vous. »« Le plaisir est pour moi, docteur, » répondis-je, lui serrant la main et le fixant plus longtemps que nécessaire. Je suis certain que cette soirée sera très révélatrice. Mon ton le fit cligner des yeux nerveusement, mais il n'eut pas le temps de réagir. À cet instant, les invités qu'il n'attendait pas arrivèrent. 3 couples âgés entrèrent, élégamment vêtus, les expressions graves et déterminées. Luciana, confuse, demanda « Papa, qui sont ces personnes ?»« Des amis, » répondis-je simplement. « Des amis avec des expériences très intéressantes concernant les services médicaux frauduleux. » Le docteur Ramirez pâlit visiblement, reconnaissant au moins 2 de ces couples. Puis, 2 autres avocats d'André firent leur entrée, suivis d'un homme qui se présenta comme enquêteur du parquet. Marianne devint nerveuse. « Gabriel, que se passe-t-il ? Nous pensions que c'était une réunion privée. »« C'en est une, » répondis-je avec un sourire forcé. « Une réunion sur l'avenir de notre famille, et l'avenir inclut toujours les conséquences du passé. » Une fois tout le monde assis, André se positionna à côté du système de projection. « Bonsoir à tous, je suis André Morales, avocat de Monsieur Gabriel Beltran. Cette réunion a été organisée pour aborder de sérieuses préoccupations concernant le bien-être de Monsieur Gabriel et clarifier certains malentendus. » Luciana se rajusta sur sa chaise, prête à prendre le contrôle. « André, nous apprécions votre inquiétude, » dit-elle calmement. « Mais c'est une affaire de famille. Papa montre des signes de confusion mentale et nous devons discuter de son assistance. »« Exactement, » ajouta Hector. « Nous avons fait venir le docteur Ramirez pour une évaluation professionnelle ce soir. Nous pensons que papa a besoin de soins spécialisés. » Le médecin acquiesça gravement. J'ai examiné les antécédents fournis par la famille. Confusion, décisions irrationnelles, problèmes de mémoire. Tout indiquait une détérioration cognitive nécessitant une intervention. Il était fascinant de les voir exécuter leur plan, ignorant que chaque mot était enregistré et chaque geste documenté par des témoins professionnels. « Docteur Ramirez, » demandai-je doucement, « quand avez-vous examiné mes antécédents ? C'est la première fois que nous nous rencontrons. »« Votre famille m'a fourni des informations détaillées, » répondit-il. « Et basées sur des données de seconde main, êtes-vous prêt à poser un diagnostic ce soir ? » « Dans les urgences familiales, il faut parfois agir rapidement, » répliqua-t-il. André et moi échangeâmes un regard. C'était la réponse qu'il nous fallait. « Docteur, » continuai-je, « mettriez-vous par écrit votre évaluation de mon état mental, basée sur ce que vous avez observé ce soir ? » « Bien sûr, » répondit-il avec une assurance excessive. « Excellent, » dis-je en me levant, « car j'ai des documents très intéressants à vous montrer, à vous et à toute ma famille. » Je m'approchai de l'ordinateur portable d'André. Le silence était palpable.
Au cours des derniers mois, j'avais enquêté sur d'inquiétantes incohérences familiales. Ce que j'avais découvert allait les surprendre. Luciana et Hector se raidirent. Marianne jouait avec son collier, le docteur Ramirez transpirait, tout en gardant une expression professionnelle. André, le premier enregistrement, s'il vous plaît. Des haut-parleurs, la voix de Hector. Le docteur Ramirez a confirmé. Il est digne de confiance absolue. Il l'a déjà fait pour d'autres familles. L'effet fut dévastateur. Hector pâlit. Luciana resta sans voix. Le docteur Ramirez tenta de se lever, mais je l'arrêtai. Ne partez pas. Le spectacle ne fait que commencer. Il se figea. Le silence était assourdissant. J'entendais les battements de mon cœur et le souffle haletant de mes filles. L'enregistrement remontait à 6 semaines plus tôt, depuis la cuisine de Luciana. Mais il y avait plus. André appuya sur une autre touche et la voix de Marianne emplit la pièce. Elle s'est suicidée parce qu'elle a découvert qu'il avait une maîtresse depuis des années, que nous le savions tous et ne le lui avons jamais dit, que nous avons protégé sa dignité pendant tout ce temps. Les cousins de Marianne se tournèrent, choqués. L'une des invitées âgées étouffa un cri. « Ce n'est pas vrai », murmura Marianne, retrouvant sa voix. « Papa, cet enregistrement est hors contexte. » « Hors contexte ?» répétai-je, m'approchant lentement. Dans quel contexte est-il acceptable de mentir sur la mort d'une mère? De falsifier les dernières paroles d'une femme pour manipuler le deuil d'un veuf? Luciana se leva brusquement. « Papa, je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais… » « Silence, dis-je avec une fermeté qui la fit reculer. « Pendant 70 ans, j'ai écouté les autres. Ce soir, vous m'écouterez. » André projeta la preuve suivante. Des photographies des lettres falsifiées de Marie-Hélène juxtaposées à des échantillons authentiques de son écriture. Les différences étaient claires. Ces lettres, dis-je en prenant les copies, que j'ai lues chaque nuit pendant 5 ans, consolation dans les moments les plus sombres, que je croyais être les dernières paroles d'amour de ma femme, sont fausses, falsifiées par ma fille. Je me tournai vers Marianne, qui pleurait désormais en silence. Sais-tu combien de nuits j'ai passé éveillé à lire ces mensonges? Combien de fois j'ai embrassé ces pages, croyant qu'elles avaient touché les mains de ta mère? As-tu la moindre idée du niveau de cruauté nécessaire pour violer le deuil d'un homme de cette manière? Papa, commença-t-elle, mais je la coupai. Je n'ai pas terminé. Ma voix avait désormais une acuité que je n'avais pas employée depuis des années. Docteur Ramirez, voulez-vous bien expliquer à tous votre rôle dans cette conspiration? Le médecin tenta de fuir, mais Ézéchiel le bloqua. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-il. « Je suis ici en tant que médecin pour aider. »« Aider » répétai-je. « Comme vous avez aidé la famille Herrera l'année dernière? Ou les Garcia il y a 2 ans? Ou les Mendoza il y a 3 ans ?» À chaque nom, il pâlissait. Les 3 couples âgés que j'avais invités se levèrent. Monsieur Herrera, d'une voix tremblante de colère, accusa le docteur d'avoir falsifié des documents pour faire interner son père octogénaire, lequel était ensuite décédé dans cet établissement, persuadé d'avoir été abandonné. Madame Garcia ajouta qu'il avait déclaré sa mère incompétente après une évaluation de 5 minutes, lui faisant perdre sa maison et ses économies, bien qu'elle fût saine d'esprit jusqu'à sa mort. Le docteur Ramirez recula, piégé, tandis que la pièce se transformait en tribunal et lui en principal accusé. « Combien vous ont-ils payé pour chaque faux diagnostic ?» demandai-je. « Combien vaut la dignité d'une personne âgée sur le marché noir des héritages ?» Hector retrouva sa voix. « C'est ridicule, papa. Tu as une crise de paranoïa. Docteur, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de démence sénile ?» La question fut une erreur fatale. Elle donna au médecin l'occasion de reprendre le contrôle. « Effectivement, dit-il avec assurance, ces théories conspirationnistes, la paranoïa et l'agressivité sont des symptômes classiques d'une grave détérioration cognitive. » C'était exactement ce que je voulais qu'il dise. « André, dis-je calmement, pourrais-tu afficher mon évaluation médicale de la semaine dernière ?» L'écran se remplit de l'entête de l'hôpital général. Patient Gabriel Beltran. Évaluation neuropsychologique complète. Résultat, fonction cognitive normale pour son âge, sans signe de démence ni d'incapacité à prendre des décisions. Le docteur Ramirez lut le rapport avec une horreur croissante. « Ceci doit être faux. »
Faux, répétai-je. Comme vos diagnostics? Ce test, administré par 3 neuropsychologues indépendants de l'hôpital le plus prestigieux, suggère-t-il peut-être qu'ils font eux aussi partie de ma paranoïa sénile? Mais je n'avais pas encore fini. La révélation la plus dévastatrice était sur le point d'arriver. Ézéchiel, dis-je, pourrais-tu montrer à tous ce que tu as découvert sur les finances de ma famille? Une nouvelle série de documents apparut à l'écran. Relevés bancaires, registre de dettes, rapport d'enquête. Chaque page révélait désespoir et criminalité. Hector, me tournai-je vers mon gendre, veux-tu expliquer comment tu as volé sur les comptes de retraite de tes clients au cours des 8 derniers mois? Son visage s'effondra. C'est confidentiel. Tu ne peux pas avoir ça. Confidentiel? Comme mon plan de succession discuté chez moi? Ou la conspiration pour me droguer et me faire interner? Je me tournai vers Marianne. Et toi, Marianne? Le nieras-tu quand je te montrerai les preuves de la façon dont tu as caché des biens pendant ton divorce ou fait chanter ton ex-mari avec de fausses accusations? Elle éclata en sanglots. Papa, j'avais besoin d'argent. Les enfants, la maison, tout était cher. Et toi, Luciana, dis-je à ma fille aînée, tenteras-tu de justifier comment tu as détourné des fonds de la Fondation Saint-Raphaël, volant de l'argent destiné aux orphelins pour payer tes dettes de jeu? Le silence fut absolu. Même les enquêteurs semblaient choqués par la corruption que j'étais en train d'exposer. Luciana me regarda avec haine et désespoir. C'est toi qui nous as fait ça, murmura-t-elle. Avec ta pingrerie et ton contrôle sur chaque dépense, tu nous as forcés à chercher ailleurs. Ces mots furent comme un seau d'eau glacée. Aucune honte, aucun repentir, juste de la justification et du reproche. À cet instant, je sus que j'avais pris la bonne décision. Ils n'étaient plus ma famille, mais des étrangers qui partageaient mon sang et pourtant avaient choisi de devenir mes ennemis. André, dis-je d'une voix sereine, s'il te plaît, montre le document final. À l'écran apparut mon Nouveau Testament, signé la semaine précédente. Leur guerre s'achevait par une défaite totale. André commença à lire les clauses du document dévastateur, sa voix professionnelle résonnant dans le silence de mort. Par la présente, moi, Gabriel Beltran, en pleine possession de mes facultés mentales et sans aucune contrainte, je révoque tous les testaments précédents et établis les dispositions finales suivantes pour mon patrimoine. Luciana se leva, tremblante. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes ta famille. Vous étiez ma famille, la corrigeai-je avec froideur. Une famille ne conspire pas pour dépouiller l'un des siens de sa dignité, ne falsifie pas les dernières paroles d'une mère défunte, ni n'orchestre l'internement légal de son patriarche. André poursuivit. À ma fille, Luciana Beltran, qui a démontré considérer mon patrimoine plus précieux que mon bien-être, je lègue la somme d'1 € afin qu'elle ne puisse prétendre avoir été oubliée par erreur. Luciana chancela. 1 € murmura-t-elle. Tu me laisses 1 €? C'est plus que ce que tu mérites, répondis-je sans émotion, considérant que tu as planifié de me voler des millions. À ma fille Marianne Beltran, qui a violé la sacralité du deuil familial et falsifié des documents sacrés, je lègue la somme d'1 €, ainsi que mon éternel mépris pour sa trahison. Marianne s'effondra sur sa chaise, sanglotant. Papa, je t'en prie, tu dois comprendre. J'étais désespéré. Mes dettes, les enfants? Les enfants? Répétai-je. Mes petits-enfants que je ne pourrai plus voir parce que leur mère est une criminelle? Ils grandiront en se demandant ce qu'est devenu leur grand-père, sans savoir que c'est leur mère qui a détruit la famille. Mais le coup final était réservé à Hector. André lut à Hector Maldonado, mari de ma fille Luciana et principal artisan de la conspiration contre moi, non seulement je ne lui laisse rien, mais j'engage des poursuites judiciaires pour récupérer tous les prêts et cadeaux familiaux faits à sa famille au cours des 10 dernières années, avec les intérêts légaux afférents. Hector pâlit. Quel prêt? C'étaient des cadeaux familiaux. Tu avais dit... J'ai dit beaucoup de choses quand je vous faisais confiance, l'interrompis-je. Mais Ézéchiel a examiné tous mes registres financiers. Chaque aide a été documentée. Selon la loi française, en cas de fraude ou de conspiration, tous ces fonds peuvent être réclamés comme des prêts non autorisés. Ézéchiel s'approcha d'Hector avec une chemise. Monsieur Maldonado, voici la somme totale.
2,3 millions d'euros en prêts familiaux, plus intérêts et pénalités pour fraude. Le total s'élève à 3,1 millions d'euros, exigibles immédiatement. Je n'ai pas 3,1 millions, balbutia Hector. Vous savez que je n'ai pas cet argent. J'imagine que vous devrez vendre la maison que je vous ai achetée, les voitures que j'ai financées et liquider tous les biens acquis avec mon argent, dis-je avec un sourire dénué de toute cordialité. N'est-ce pas ironique? Vous aviez planifié de voler mon héritage et vous avez fini par perdre tout ce que je vous avais déjà donné. Le médecin Ramirez avait cherché à s'éclipser discrètement vers la porte. Je ne le lui aurais pas permis. Médecin, dis-je sans même me retourner, Ézéchiel a quelque chose de spécial pour vous aussi. L'enquêteur s'approcha du médecin. Médecin Ramirez, je suis l'agent Moreno du bureau du procureur spécialisé dans les affaires financières. J'ai un mandat d'arrêt pour conspiration, falsification de documents médicaux et direction d'une entreprise criminelle organisée. Le médecin perdit toute contenance. C'est un piège. Ce sont eux qui m'ont contacté. Je devais juste faire une évaluation médicale de routine. Une évaluation médicale de routine, répétai-je, me retournant. Est-il de routine de falsifier des diagnostics de démence, de conspirer pour faire interner des personnes saines? Médecin, nous avons des enregistrements où il admet l'avoir déjà fait pour d'autres familles. Celles-là aussi étaient des évaluations de routine? Les trois couples âgés que j'avais invités s'approchèrent du médecin avec des expressions de justice longuement attendues. Les victimes s'approchèrent du médecin, exprimant la justice attendue depuis des années. André reprit la lecture du testament. 70% de mon patrimoine, y compris biens et investissements, irait à des organisations caritatives pour personnes âgées victimes d'abus. 20% à un fonds éducatif pour mon petit-fils Gaël, administré par des fiduciaires indépendants jusqu'à ses 25 ans. Et 10% à des employés loyaux. Luciana explosa. « Tu ne peux pas nous faire ça! Nous sommes tes filles, nous avons des droits !» Ma voix s'éleva pour la première fois ce soir-là. Quel droit aviez-vous de planifier mon internement forcé, de falsifier les mots de votre mère défunte, de conspirer pour voler ma dignité et ma liberté? Je lui fis face. Vous avez perdu tout droit au moment où vous avez décidé de me traiter comme un obstacle et non comme votre père. Marianne tenta une dernière supplique désespérée. Papa, pense à Gaël. Que fera-t-il sans sa famille? Gaël, dis-je avec un sourire genuin. Il se portera très bien. Contrairement à vous, il a fait preuve de loyauté et de courage. Il m'a sauvé de votre piège, et maintenant, je le sauverai de vous. Deux autres agents entrèrent dans la maison, tandis que le médecin Ramirez était menotté. Je me tournai vers mes filles. Ce testament est irrévocable, étayé par des évaluations psychologiques et blindé contre toute contestation légale. Vous pouvez gaspiller des années devant les tribunaux, mais vous n'accumulerez que d'autres dettes légales. Hector sanglotait. Gabriel, je vous en prie, mes enfants, votre propre famille. Je le repris aussitôt. Mes enfants, ceux-là même, ont choisi de devenir mes ennemis. Je ne fais que répondre à leurs déclarations de guerre. Et que cela soit clair, cette guerre est terminée, et ils ont subi une défaite totale. André referma le dossier du testament, précisant que la réunion avait été intégralement enregistrée et documentée, et que les poursuites pénales débuteraient de la semaine suivante. Alors que ma famille se désintégrait sous mes yeux, que le médecin était arrêté et que les enquêteurs recueillaient les témoignages, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis 5 ans. La guerre était terminée, et contre toute attente, le vieil homme vulnérable avait gagné. Mais la vraie victoire ne résidait pas dans la destruction de mes ennemis, mais plutôt dans la certitude que Gaël serait protégé, que la mémoire de Marie-Hélène était vengée, et que j'étais enfin libre d'entamer le chapitre final de ma vie avec dignité. 6 mois après cette nuit-là, j'étais assis sur la terrasse de ma nouvelle maison, plus modeste mais infiniment plus sereine, nichée dans les montagnes de l'Ardèche. L'air était pur, le silence réconfortant. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans le poids écrasant de la trahison familiale. Gaël était avec moi, comme promis. Après des semaines de batailles juridiques, d'audiences et d'évaluations, les tribunaux l'avaient confirmé. Un enfant de 12 ans ne devait pas vivre avec des criminels, fussent-ils ses parents. La garde temporaire m'avait été confiée pendant qu'ils faisaient face à leur chef d'accusation.
Mon petit-fils s'était adapté étonnamment bien. Il fréquentait une excellente école, s'était fait de nouveaux amis, et nos soirées étaient consacrées aux choses simples que nous aimions. Les échecs, les promenades en forêt, les longues conversations. Grand-père, me demanda-t-il pendant notre partie d'échecs, est-ce que maman et papa te manquent parfois? Chaque fois, ma réponse était plus nette. Ce sont les personnes que je croyais qu'ils étaient qui me manquent. La mère que tu avais avant que l'avidité ne la transforme et le père qui respectait autrefois sa famille me manquent. Mais les personnes qu'ils sont devenus, non. Gaël hocha la tête avec la sagesse précoce de celui qui en a trop vu. Moi non plus. Les procédures judiciaires furent plus rapides que prévu. Le médecin Ramirez plaida coupable et coopéra, transformant mon affaire en une vaste enquête fédérale. Hector fut condamné à 4 ans de prison pour fraude et conspiration. Ses biens furent saisis pour indemniser les victimes, y compris les 3,1 millions d'euros qui m'étaient dus. Luciana écopa de 3 ans pour détournement de fonds et conspiration. Marianne évita la prison grâce à un accord de plaidé coupable, mais elle perdit la garde de ses autres enfants et se retrouva avec une dette civile colossale envers moi. La vraie justice, cependant, ne vint pas des tribunaux, mais de la libération. Pendant des décennies, j'avais porté le fardeau d'être le patriarche responsable, consumé par une famille qui ne me voyait que comme une ressource, surtout après la mort de Marie et Hélène. Désormais, pour la première fois depuis que j'ai eu des enfants, je suis simplement moi-même. Gabriel Beltran, un homme de 70 ans qui élève son petit-fils à la montagne, lit les livres qu'il a toujours souhaités, prend des cours de peinture et a commencé à écrire ses mémoires. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» demandai-je à Gaël, tandis que nous rangions les pièces d'échecs. Ce n'est pas la trahison qui m'a le plus blessé, mais la prise de conscience d'avoir été un étranger dans ma propre famille pendant des années. Ils me traitaient comme un enfant à protéger, mais en privé comme un obstacle. J'étais invisible quand cela les arrangeait, et trop visible quand ce n'était pas le cas. Gaël me serra spontanément dans ses bras. « Avec moi, tu n'as jamais été invisible, grand-père. Avec moi, tu as toujours été la personne la plus importante du monde. » Ces mots me remplirent d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Marie-Hélène, car ils étaient vrais. Avec Gaël, je n'avais jamais eu besoin de faire semblant. J'ai toujours été le grand-père qui construisait des châteaux de sable, inventait des histoires, écoutait ses problèmes. Ce soir, comme chaque soir depuis 6 mois, je lirai les lettres de Marie-Hélène. Je les avais trouvées dans un coffre-fort dont Marianne ignorait l'existence. Des lettres que ma femme avait écrites dans ses derniers jours, remplies d'amour et de souvenirs authentiques. Dans l'une d'elles, datée d'1 semaine avant sa mort, Marie-Hélène avait écrit quelque chose que je comprenais désormais pleinement. « Mon cher Gabriel, s'il devait m'arriver quelque chose, promets-moi de ne pas laisser notre famille te consumer. Tu as toujours tant donné de toi-même qu'il m'arrive de craindre que tu n'oublies que tu mérites aussi de recevoir de l'amour. Prends soin de Gaël. Cet enfant a ton cœur et ta force, mais aussi cette capacité à faire entièrement confiance, que tu as perdue il y a des années. Protège cette innocence, car lorsqu'il la perdra, il sera un homme comme toi, bon mais circonspect, aimant mais réservé. » En repensant à cette soirée de mariage où Gaël m'avait approché, le visage pâle et les mains tremblantes, je comprenais à présent que ce n'était pas un hasard. C'était un signe. Comme si Marie-Hélène, de là-haut, m'avait dit « Gabriel, ton petit-fils te sauvera. Fais-lui confiance. » Pendant 5 ans, j'avais observé, documenté, attendu. J'avais vu mes propres filles se métamorphoser en étrangères qui ne voyaient en moi qu'un obstacle entre elles et mon argent. J'avais entendu comment elles complotaient pour falsifier les dernières volontés de ma femme, profaner mon deuil et me voler ma liberté. Mais à ce mariage, lorsqu'un enfant de 12 ans avait tout risqué pour m'avertir, j'avais compris que la vraie famille n'était ni le sang ni le nom. C'est la loyauté, le courage et l'amour qui ne demandent rien en retour. Marie-Hélène le savait. Dans sa dernière lettre, elle m'avait écrit de protéger Gaël, car il avait mon cœur et ma force. Elle avait raison. Gaël m'a sauvé, et maintenant, c'est moi qui le sauve. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Certains détails de cette histoire ont été modifiés pour protéger les personnes impliquées, mais le cœur de tout, la douleur, la trahison,
La libération est entièrement vraie. Que Dieu vous bénisse tous. Et souvenez-vous, la liberté n'a pas d'âge. La vraie famille est loyauté, respect et amour inconditionnel. À cet égard, Gaël et moi sommes la famille la plus riche du monde.